Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. C'est un épisode spécial. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'être avec mon père, Monsieur Koulibaly. Merci. Donc, je vais lui poser quelques questions sur le fait d'être père d'enfants entrepreneurs et ex-mari. Voilà, ex-mari d'une femme aussi entrepreneur, d'être entouré autant d'entrepreneurs, des conseils qu'ils pourraient donner, etc. C'est bon, t'es chaud? T'es pas stressé? Ça va, t'es pas trop stressé, c'est bon? Non, pas du tout. Oh. Ok. Oh. Alors, papa, qu'est-ce que ça fait d'avoir des enfants qui n'ont pas, le chemin de beaucoup d'autres, c'est-à-dire de ne pas aller à l'école longtemps, mais d'être entrepreneur? Qu'est-ce que ça fait? C'est pas facile au début. Au début, ça n'a pas été du tout facile. Tu en sais quelque chose? Pas du tout. Mais comme on dit, quand l'enfant aime quelque chose, il vaut mieux l'encourager que de le décourager. Voilà. C'est ce que je fais avec. Mais aujourd'hui, j'en suis fier. Ouais. Comment tu as pu... c'est quoi le premier soutien que tu as fait? Le soutien, c'était déjà moral. Parce que la base était déjà là. Il y avait déjà un salon de coiffure. Cet outil-là, déjà, pour moi, c'était déjà le premier soutien. Ça devait pouvoir te motiver plus. Et t'aider à aller à l'école, c'est tout. T'encourager. Ouais. Voilà. Je me rappelle, tu m'avais dit, si tu veux faire ça, sois la meilleure ou fais pas. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est ça ma politique avec les enfants. Je n'empêche pas un enfant de faire, de choisir son chemin à lui-même. Ce que j'exige, c'est l'excellence. Ne pas être la dernière ou le dernier de ce que tu veux faire. Alors quand tu es commerçant, il y a d'autres commerçants. Alors il faut être mieux. Il faut faire mieux et bien. Alors, quand tu veux faire par exemple ce que toi tu fais là, la coiffure, il y a la concurrence. Alors je demande toujours l'excellence. J'avais peur que tu te dises, oh, je fais aujourd'hui, j'essaie, si ça ne va pas, je vais m'orienter quelque part. Alors pour moi c'est une perte de temps. Réfléchis bien, tu choisis ta voie, mais vise l'excellence. Et sois parmi les premières. Je ne veux pas que demain, on te dise, voilà, c'est la dernière de coiffeuse. Et surtout dans un pays comme la France, il fallait concurrencer les Blancs avec les manières de coiffer. En tant que fille africaine, être parmi ces femmes-là et les dominer, c'était ça mon problème. Alors à partir du moment que j'ai vu que ça allait, déjà depuis l'école, depuis le lycée. Ouais, de lycée de coiffure. Tu sais qu'il y a des matières à l'école normale que tu négligeais. Mais au lycée, c'était autre chose. Ouais. Mais au début, ça n'a pas été facile pour moi d'accepter, franchement. Franchement. Parce que ce qui a rendu la chose encore compliquée, ma décision compliquée, c'était à l'école, les profs. Il y a un qui m'a convoqué, il m'a dit, mais monsieur Koulibaly, je ne peux pas comprendre que ta fille refuse de continuer. Le cours normal de l'école. Elle a que des bonnes moyennes. Et pourquoi elle va abandonner du jour au lendemain? Là, ça m'a un peu peiné. Je voyais le potentiel, ils m'ont étalé ton potentiel. Et tu ne voulais pas continuer. J'ai même appelé tes oncles, j'ai appelé Abou, j'ai appelé Magué, je leur ai dit, aidez-moi, surtout Bouba. Appelez ma fille à continuer. Mais après, bon. Oui, parce que c'est un métier manuel. Voilà. Il y a beaucoup de parents qui ont peur que ça ne rapporte pas aussi. Ouais, justement. Mais moi, ce n'était pas ce côté. Pas rapporter, parce que je me disais, que tu aies de l'argent ou pas, je serai là. Ouais. Tant que je serai là, bon, l'argent pour moi, c'était pas le côté, mais c'était la réputation. Puisque nous étions dans une cité. Et dans la cité, il y a une mauvaise réputation des enfants de la cité. Ouais, ils ne vont pas loin à l'école, voilà, c'est des délinquants, c'est ceci. Alors, ne pas suivre la voie normale, je me dis, aïe, est-ce que la cité ne déteint pas sur ma fille? Ouais. Manque d'ambition. Voilà, manque d'ambition, tendre la main auprès de l'État. Là, ça commençait vraiment à me gêner. Puis j'ai dit, bon, en tant que bon Africain et musulman, il me dit, chacun son destin. C'est vrai. Si elle veut faire, que je l'encourage à le faire, mais bien, la motiver à bien faire. C'était vraiment mon principe. Et là, ça va, Dieu merci. Ouais. J'ai dit, alhamdoulilah. Ouais. Tu sais, dans les autres podcasts que j'ai faits,
très souvent, quand je posais la question aux autres, aux coiffeurs, les entrepreneurs et tout, très souvent, leurs parents, au début, ne veulent pas. Tu vois, Ouais. ils ne veulent pas du tout. Bon, quand tu es issu de l'immigration, surtout tes parents, ils ont quitté leur pays pour venir en France et pour que leurs enfants ils fassent des longues études. Voilà quoi, tu vois. Donc les métiers manuels, c'est pas trop ce qu'un parent, en tout cas, veut que son enfant non, mais fasse. moi, je te dis, moi, personnellement, c'était Non, pas ça. toi, j'avais pas de problème avec ça. Mais tu vois, les parents qui pensent comme ça, quel conseil tu peux leur donner? Un parent qui, son enfant, par exemple, veut devenir plombier. Tu sais, maman, c'est compliqué avec ses parents africains. Ils sont braqués, ils ont une mentalité complètement différente de la mienne. Parce que pour eux, c'est l'échec. Quelque part, pour moi, je me dis, j'ai pas été à l'école longtemps, j'ai pas eu assez de diplômes. Ma fille aussi, ou mon fils aussi, il va être chauffeur ou manutentionnaire ou maître chien ou ceci. C'est dégradant pour certains parents. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y en a pas aujourd'hui de nos jours. Tout ce qui peut te nourrir, tu le fais bien. En tout cas. Et tu progresses là-dedans. C'est l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est de se souvenir de son métier. C'est-à-dire, mon métier m'apporte à manger. Et j'en suis fier. Et je ne veux pas rester dans la petite quantité de mon métier. Si je fais mon métier, que je suis cireur, je le fais bien. Et je vais essayer de le professionnaliser. Sortir de l'informel. Amener tout ce que je veux faire, il faut que ça soit vraiment professionnel. Quelque chose professionnel. Ouais. Tu comprends? Alors, quand je vois les parents, tout ce que je peux leur dire, aidez vos enfants à choisir leur métier ou ce qu'ils veulent faire. Une fois qu'ils ont le choix, alors encourage-le. Soit moralement, soit financièrement. Si tu ne peux pas financièrement, que tu n'en as pas, alors qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, que moralement. C'est le plus important même. Le motiver à le faire. Alors, c'est le plus important pour moi. Alors, mais je ne pourrais pas dire à certaines catégories de parents qui n'ont pas qu'ils ont un minimum de connaissances de la vie. Je ne pourrais pas les faire changer. Je pourrais leur dire seulement, désolé pour vous. Parce qu'il faut choisir, il faut laisser le choix à l'enfant aujourd'hui. Surtout en 2023. Voilà. J'ai croisé des parents en France, tu le sais, ils sont venus d'un pays, ils ne connaissent même pas la capitale, ils arrivent à 16h, ils prennent le vol à 23h45, ils arrivent en France. Qu'est-ce que lui sait? Il en sait quoi de l'école? Lui-même, il ne sait rien. Lui-même, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. D'abord, il n'arrive pas à aider l'enfant à évoluer à l'école. Il ne fait pas des devoirs avec lui, il n'assiste pas. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que ce monsieur, quand tu vas lui dire que tu veux être mécanicien ou bien comédien ou chanteur, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Grave, c'est vrai. Puis c'est chez lui, au fin fond des coraux, dans un bled là-bas, tu vas dire à quelqu'un que il a mis son enfant à l'école. Aujourd'hui, je vais être comédien. Comédien, tu vas faire rire les gens. Tu gagnes quoi dedans? Ça paye, hein? Ah, voilà. Mais il ne sait pas. Lui, il connaît la comédie autant de nos papas où on va s'asseoir à Nouma et voilà, on raconte des... C'est pas payant, c'était gratuit. Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te moquer aujourd'hui de certains comédiens en France, Guy Bedos, machin, autre, c'est des multimillionnaires. Mais mon père, il ne savait pas ça. Si je lui disais que je vais être comédien, il va dire quoi? Mais t'es fou, quoi. Voilà. C'est là le problème. Ça dépend, c'est l'évolution, c'est comme ça. Il faut laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent et puis tu avances avec eux. Tant qu'il lui peut s'en sortir avec, alhamdoulilah. Tant qu'il ne vient pas te demander un centime pour payer son loyer. C'est l'essentiel. Hein. Et qu'il s'en sort de son métier. Ouais. Je vais te raconter une anecdote, ma petite chérie. Quand j'ai commencé à jouer au foot, mon père ne voulait pas du tout. Non. J'ai caché mes lequins, je mets dans mon sac, et puis voilà, quand je sors, je vais jouer. Puis j'étais obligé de rentrer avant 18h à cause de la prière. Mais au fur et à mesure, quand je lui dis que Drogba est multimilliardaire, est-ce qu'il va dire, il va pas encourager ses petits-enfants à devenir En tout cas, ouais. Le monde a changé. Il a fallu combien de temps pour qu'ils comprennent? On va demander le père de Dibé Cravate s'il voulait que son fils soit comédien. Mais aujourd'hui, voilà, il va l'accepter parce qu'il s'est nourri de son métier. Pareil comme vous. Tout est pareil. Aujourd'hui, voilà, on s'en dans un studio. Mais à l'époque, on te voit un appareil. C'est un photographe. Qu'est-ce qu'il gagne dans le photo? Hein?
mais ce n'est pas le même monde. Ouais. Voilà. Alors, c'est que moi, je ne suis pas surpris. C'est ta maman qui devait être surprise quelque part. Ouais. Mais pourtant, elle ne devait pas être surprise non plus. Elle est coiffeuse. Je me dis, génétiquement, quelque part, ça déteint sur toi. Ouais. Même si tu n'aimes pas la chose que tu le fais aujourd'hui pour le blé, mais ce n'est pas de ta faute si tu es coiffeuse. Ta mère est coiffeuse, tu as trouvé que ta mère est coiffeuse, même si ce n'est pas le même mode de coiffure aujourd'hui. Est-ce qu'elle pouvait dire non? Ouais. Au contraire, elle devait plus t'encourager. Et j'en suis sûr qu'aujourd'hui, elle est plus fière. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. C'est vrai. C'est que c'est génétique quelque part, ta profession. Ouais. En parlant de maman, tu as été mariée avec une femme coiffeuse, en plus entrepreneur. Qu'est-ce que tu as appris sur la vie de couple en tant que... C'est difficile d'être marié avec quelqu'un qui a une société ou quelqu'un qui est coiffeur. On n'a pas les mêmes horaires que les autres, on travaille les samedis, etc. Est-ce que ça a été difficile? Non, pas pour moi. Est-ce que ça a été un problème en tout cas? Non, pas pour moi. Okay. Parce que déjà, tu sais, tu connais l'état physique de ta maman. Ouais. Déjà, se marier à une handicapée, il fallait avoir du courage à mon âge. Et à votre époque? À notre époque surtout. Alors, si tu acceptes de te marier à une handicapée, physique, pas mentale, mais physique, et d'une famille musulmane, djoula, comme moi, sénopho comme moi, l'homme est dominateur. Me marier déjà avec elle, ça n'a pas été facile. Si j'ai fait tout ce sacrifice, alors c'est pas son métier qui va me déranger. Et c'est moi qui faisais la cuisine à la maison, moi, petite chérie. Je me rappelle. N'est-ce pas? Ouais. Alors, c'est pour te dire que ça ne me dérangeait pas. Ouais. Je fais la cuisine, je sais faire le ménage, je sais m'occuper de mes enfants. Voilà. Mais quelque part, ça m'a empêché de continuer moi aussi quelque part. C'est ça, j'allais dire. Parce que moi, ça ne passe pas. Voilà, parce que moi, je travaillais 24 heures sur 24 heures. C'est après, vu la situation de la chose, je me dis non, si je suis mes horaires encore, je vais l'handicaper, elle, dans son travail. Parce que si elle doit fermer le salon ou bien laisser des clients courir, venir faire la cuisine, s'occuper des enfants qui doivent sortir de l'école, c'est pas évident. Alors, pourtant, je sais comment on a commencé, c'était très difficile. Alors, il fallait bosser pour relever le défi d'abord, avant de pouvoir faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Voilà. À partir du lycée, j'ai été déchargé. À partir de ton lycée, quand tu es parti au lycée, j'ai été déchargé parce que tu venais, après les cours, tu l'assistais. Et moi, ça me permettait de rester à la maison, de vous faire à manger, aller prendre les autres à l'école et de vous faire à manger. Et quand j'étais fatigué, c'était menu pizza. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers? Oui. Nous étions les seuls à l'allée du commerce. Noir. Il fallait être costaud moralement. Pouvoir défendre déjà le salon. On était entouré des racailles, des vendeurs de n'importe quoi. Tu te rappelles que j'ai fait des bagarres plusieurs personnes pour sécuriser mon salon. C'est ça qui a été le défi. Et puis relever maintenant, dire aux autres que nous, en tant qu'enfants, Africains, Ivoiriens, dans la cité, on peut réussir sans les aides, sans les allocations. On a commencé sur un tabouret. Oui, je me souviens. Un pouf, la cliente s'asseyait, et on tressait. Mais on n'a pas fait 6 mois. On a meublé, on a changé tout dans le salon. Et jusqu'à présent, alhamdoulilah, ça continue. Même si maman a la retraite aujourd'hui, tu as pris la relève, même si ce n'est pas les mêmes méthodes de travail, tu as modernisé la chose, je peux le dire, et on est fiers. Que ce soit elle comme moi, on est peut-être souvent dur avec toi, mais on est fiers de toi. Ça faut être sûr. Parce que tu portes beaucoup de personnes sur le dos, sur ta petite tête. Hein? Ouais. Courage encore, c'est pas fini. Le chemin est encore long. Grave, en tout cas. Est-ce qu'avec le recul, quel conseil tu pourrais donner à un mari marié à une femme entrepreneur? D'avoir du courage, déjà. La patience. Le courage. Et être très, très, très moins jaloux. Il ne faut pas du tout être jaloux. Parce que sans faire exprès, le business, bon, c'est pas ce que je dis, mais ça passe un peu avant. Parce qu'il va arriver un moment, surtout que tu as connu une personne qui commence son business avec toi. Son business, c'est un peu quelque part... son enfant. Son enfant. Et puis, ça va prendre beaucoup de temps pour elle.
Parce que si elle veut partager sa journée entre les enfants, son mari et son bébé qu'elle vient de créer, ce n'est pas évident. Alors, il faudra que le compagnon ou le mari accepte de faire un certain sacrifice. Dire ce qu'elle est en train de faire, même si ce n'est pas pour moi l'homme, mais les enfants que nous avons, c'est pour eux peut-être. Oui, c'est sûr. Alors, si tu veux calculer les heures d'entrée, les heures de sortie, pour qu'elle n'a pas été chercher les enfants à l'école, pour qu'elle n'a pas fait tel plat que toi tu voudrais manger, pour qu'elle est rentrée à telle heure, je crois que voilà. Vous n'avez pas duré. Pas du tout. Si elle est très ambitieuse, elle va demander le divorce. Parce qu'elle va te dire, moi je veux mon travail. Je veux vraiment prospérer. Je veux être indépendante. J'aime pas des femmes battantes. Pas du tout. Tu te bats contre qui? Contre qui? Quand on dit femme battante, elle se bat contre qui? Le pouvoir de l'argent, ou se battre contre l'exigence de ses enfants, son mari? Non. C'est pas une femme. Non, moi, je n'appelle pas ça une femme battante. J'appelle ça une femme courageuse, brave, qui fait un choix entre sa famille, son mari, ses enfants et son travail. Si le mari n'arrive pas à rentrer dans la même moule qu'elle, elle est capable de dire non, ça suffit, j'ai fait le choix. Je travaille, quand je vais être indépendante, l'homme que je vais prendre maintenant, je saurai qui prendre. Ouais. Là maintenant, je saurai qui prendre. Alors dire que... Bon, l'homme aussi, je n'en veux pas, hein, parce que l'homme avec son orgueil, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est moi l'homme. Voilà, surtout nous les blacks, c'est moi l'homme, c'est moi qui fais tout. Voilà. Si tu ne veux pas que ta femme travaille, tu la prends en charge totalement. Mais s'il ne veut pas prendre la femme en charge totalement, il veut partager les charges avec elle. Alors, il faut respecter ses horaires de travail. Ouais. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on n'est pas ambitieuse. Franchement. On est femme, ça ne te condamne pas. Ça ne te condamne pas à travailler. Voilà. Tout ce que je peux lui dire, patience. Patience. Tu vas retrouver ta femme à la retraite. Et ouais. Et c'est long, hein? Mais non, c'est pas non, long. En vrai, le temps que la personne développe son business. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, oh, la femme, elle va prendre sa retraite quand? Je ne sais pas, toi, tu prends ta retraite quand? Toi-même, tu prends ta retraite quand? Quand la femme fait avec toi tes horaires, tes heures de travail, tes business, tes sorties imprévues, quand la femme fait avec, pourquoi toi, l'homme, tu ne feras pas avec? Pourquoi? Je ne comprends pas. Il ne faut pas juger la femme déjà qui... Prenons ce studio-là. Imagine-toi que tu as une femme ici, qui a un client qui rentre, comment on appelle? Tu as un client que tu dois prendre à 22h. Elle doit finir à 1h, 2h du matin. Il faut que son mari l'accepte. S'il n'accepte pas, toi, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que l'homme il va faire? C'est son travail. Ce n'est pas interdit. Toi, tu peux travailler jusqu'à 1h, 10h du matin. Elle ne se plaint pas, elle ne demande pas le divorce. C'est vrai. Pourquoi toi, à ton tour, tu ne voudras pas? Le flou, là, ça vient où? Ça va où? C'est pas de la famille? Dans la maison. Hein, voilà. Très souvent. Parce que la femme, même, elle sort. Voilà. Quand la femme, elle gagne l'argent, elle donne même plus... elle donne même plus à la maison, à la famille, que l'homme. L'homme, des fois, il partage. Il donne un peu à sa famille. Voilà. Mais une femme, quand elle gagne de l'argent, très, très souvent... Elle donne plus à ses enfants. Ouais. Voilà. Très, très souvent. Voilà. Mais ça décharge l'homme. Ouais, c'est quelque part. Parce que si l'homme qui doit tout faire, surtout dans le monde où on est, le monde coûte cher en fait. Ouais, c'est ça que je dis. Ton mari qui doit tout faire. Quand une femme elle gagne de l'argent, si elle t'enlève juste même les enfants, c'est déjà quelque chose. Déjà, c'est pour ça que je te dis, c'est un peu méchant de dire que voilà, ma femme elle a des horaires compliqués, c'est comme si, c'est pour ça que je vais prendre une deuxième femme. Alors qu'elle te facilite. Voilà, en tant que musulman, parce que l'islam me permet, je vais prendre une deuxième femme ou bien je vais divorcer, je vais marier une femme qui va rester à la maison. Mais quand une femme reste à la maison, elle ne fait rien, c'est une autre charge. C'est une autre charge pour toi, parce que quand elle travaille, au moins, même elle pourra acheter le sel. Ouais. Ne serait-ce que le sel ou la boîte d'allumettes. Hein? Elle ne va pas t'attendre pour payer, voilà, pour payer une facture ou machin en cas de déplacement. Si elle peut t'aider. Très souvent, de toute façon, la femme aide normalement. Voilà, c'est tout. Hein? C'est méchant, bon, je ne dis pas c'est méchant pour les hommes qui pensent comme ça, mais voilà, c'est pas bien. Ouais. Voilà. L'égalité entre hommes et femmes, ça doit se faire. La femme doit savoir que l'homme là, c'est mon mari.
Je lui dois du respect. Même si je travaille, je dois tout faire pour rentrer à telle heure. Si je ne peux pas rentrer à telle heure, j'avertis mon mari. C'est la moindre des choses. Il est demandé pour nous, par exemple, musulmans, je souhaite que c'est ma femme qui vienne me servir à manger, qu'on mange ensemble. Mais si ton travail ne te permet pas, je dois m'adapter. Et puisque je t'ai connu avant le mariage, et je t'ai accepté avec ton travail, c'est pas du jour au lendemain, je me dis, je n'en veux plus. Tu es d'accord avec moi? Ouais, totalement. Voilà. Tu as marié quelqu'un en boîte de nuit, si demain matin il te dit que lui va en boîte de nuit, tu vas pas dire non. Tu connais déjà, voilà. Hein? Tu connais sa vie, point. Hein? Aux hommes de se patienter, de faire confiance à leurs femmes. Une fois que tu as confiance à ta femme, la main doit être fait confiance. Toi, tu vas en mission 2 semaines, 3 semaines. Pourquoi toi, tu ne pourras pas faire confiance à ta femme parce qu'elle va travailler dans un salon ou bien elle va faire tel truc. Moi, ma femme voyageait 1 semaine, 2 semaines, un mois. Voilà. J'étais avec vous. Je n'en faisais pas un problème. Ça n'a jamais été un problème pour moi d'ailleurs. Voilà. C'est pas un souci, ça. Hein? Est-ce que ça t'a choqué que Cyrielle aussi, elle suive? Oui. Il n'y a pas un enfant qui t'a laissé, en fait. Oui, chaque année, il y en a un qui tire sur toi. Non, quelque part, non. Hein. Franchement, ça me... Tu sais, vos orientations professionnelles, c'est pas... Non, c'est pas un souci, ça, pour moi. Non, pas du tout. Cyrielle, elle est mariée. Quel pouvoir j'ai sur elle? Quel droit j'ai sur elle? C'est ma fille, certes. Mais j'ai donné ma fille à quelqu'un. Son mari est son responsable. Si son mari supporte, où est moi mon problème? En tout cas, ouais. Hein? Son mari accepte qu'elle travaille. Moi, en tant que père, à 6000 km de vous, où est mon problème? Si lui l'accepte, ça va, alhamdoulilah. Voilà, mais tout ce que je dis, tout en sérieux, attention. Je te connais. Tu veux travailler? Tu as un second travail. Ton mari. Alors fais tout. Fais un emploi du temps dont tu vas t'occuper de ton mari et ta fille. Mais si tu ne penses seulement que à ton mari, à ton travail, ta fille, elle va le ressentir. Ton mari aussi, va ressentir. C'est pas moi, hein. Ton mari, c'est pas papa. Hein. Il a son caractère, il a sa manière d'éduquer sa femme, il a sa manière de gérer son couple. C'est pas moi. Faut pas dire papa gérer le couple avec maman de telle sorte, le travail n'était pas un problème que forcément lui, ça va être pareil. Comme ça. Non. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir s'organiser en fait. Voilà. Comme ce que tu le disais la dernière fois à Cyrielle même. Il faut t'organiser. Il faut t'organiser. Parce qu'après, tu es vite débordé. Voilà, après, tu es vite débordé. Et puis toi encore, tu as de la chance, c'est qu'il y a un enfant. Alors laisse tomber. S'il y en a 2 là. Et s'il n'a pas sa belle-mère avec elle. Voilà. C'est que fais attention. Sinon, non, ça ne me dérange pas. Elle peut travailler. Si son mari accepte déjà. Non, pas de question de travailler, mais faire encore de la coiffure. Non, oui, mais elle peut choisir autre chose. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais si elle fait la coiffure. Ça t'a pas choqué? Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, la petite coiffure qu'elle fait, ça me plaît d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est cool. C'est les enfants, elle entoure. Ça lui ressemble. Ça, voilà, tu la connais. Elle aime trop les enfants. Elle aime trop les poupées, voilà. Ouais. Oh, toi, ça lui ressemble. Oh, toi, tu n'étais pas poupée, voilà. Mais elle, ça lui ressemble plus. Je vais t'acheter des cadeaux à Noël, non. Papa, j'ai vu tel arbre scientifique, machin. Tu n'es jamais poupée. Tu achètes une poupée pour elle. Mais tout ce qui était électronique, recherche, coloration chimique, machin. Je dis, yo, voilà. Or, Cyrielle, elle a grandi avec que des poupées en main. Je me disais toujours, elle va aimer les enfants. Ouais, alors, si elle a choisi la coiffure des enfants, ça lui ressemble. Voilà ça, franchement. Et puis elle ne s'en plaint pas là. Non, voilà. Elle aime bien. Ouais, elle aime bien ça déjà. Dieu merci. Ok. Quand tu regardes notre parcours aujourd'hui, quelles sont les valeurs que tu es content de nous avoir transmises? L'islam, la religion. Après la religion, la joie de vivre. La joie de vivre et l'amour. Aimer son prochain. Aimer son prochain. Aimer son prochain. On ne fait rien sans son prochain. Personne au monde ne peut être heureux seul. Tu ne vis pas avec un prochain. Tu ne côtoies pas un prochain. Mais tu vis avec qui? Mais va dans la jungle. On te met au zoo. Et même au zoo encore, il y a des gardiens de zoo. Ce que je transmets toujours à mes enfants, c'est l'amour du prochain. Après la religion, l'amour du prochain. Le pardon.
Et quand tu es religieux, tu crois en l'islam, tu crois en Dieu, que tu sois catholique, quoi, juif, quand tu crois en Dieu, tu dois savoir pardonner. Il n'y a rien au monde qu'on ne peut pas pardonner. Rien. Celui qui te dit, moi je ne pardonne pas, même si Dieu descend, éloigne-toi de cette personne. Ouais. Éloigne-toi énormément. Il n'y a rien au monde. Même quelqu'un, quand tu tues, on te pardonne. Oui. Celui qui sait pardonner est l'homme le plus heureux du monde. Quand tu ne sais pas pardonner, tu souffres. Tu souffres tout seul. Tout seul en plus, parce que la Tout personne seul. n'a fait sa vie. Tu te fais du tort. Alors pardonne. Moi, mes enfants, là, je suis fier. Mais on n'est pas... Mes enfants sont amoureux. Il n'y a personne en France qui m'appelle pour me dire tes enfants sont ceci, tes enfants sont ceci. Quand quelqu'un m'appelle, oh là là, j'ai croisé Michael, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il est gentil sur ton qu'est-ce qu'il est amoureux. Pareil avec toi, pareil avec Fatia, pareil avec Cyrielle. Alors, qu'est-ce que je peux demander à Dieu? C'est la valeur, c'est la première des valeurs, ça. La religion t'amène à être... Si tu es un bon religieux, tu dois savoir pardonner. Et quand tu inculques ça à tes enfants, je ne parle pas seulement que de l'islam, hein. Les religions, normalement, dans la valeur des religions, c'est le pardon. Dieu est pardon. Et toutes les religions parlent de Dieu. Alors comment tu peux inculquer la méchanceté à tes enfants? Comment? Et puis tu leur dis d'être croyants, d'adorer Dieu. Ça va pas ensemble. C'est contradictoire, c'est deux chemins différents. Dieu est amour. Et toi, tu adores Dieu. Et toi, tu ne sais pas pardonner ton prochain, ou tu ne sais pas pardonner ton enfant. Ou un ami. Même s'il t'a coquifié. Pardonne, avance. Avance. C'est pas ça qui doit faire que tu dois le blâmer à vie. Sinon Dieu nous aurait tués tous. Hein. Chaque seconde même. Chaque seconde, on fait quelque chose de mauvais à bon Dieu. Soit en parlant, soit en tuant même une mouche. C'est toi qui l'as créé puis tu le tues. Alors Dieu pourrait nous tuer tous pour ça. Alors je suis fier de vous avoir donné cet amour-là. Quand les amis de ta maman m'appellent, oh, j'ai été voir Cindy, elle a payé mon taxi, elle m'a coiffé. Quel parent qui n'aimerait pas entendre ça? Franchement. Alors là, je suis fier. Et quand j'en parle souvent, même avec vous, tu vois que... Tu pleures. Voilà. Tu vois, c'est que ne t'inquiète pas. Je suis fier de vous. Tant mieux. Quel message tu aimerais laisser à un père ou un mari qui veut bien faire, mais qui a parfois du mal à comprendre les choix des femmes et des enfants autour de lui? Pourquoi il n'arrive pas à comprendre? Je sais pas, il y a des gens qui sont bizarres. Hein. Non. Pourquoi il n'arrive pas? Toi, tu as la réponse. Pourquoi lui n'arrive pas, ce père? Est-ce que toi, tu as la réponse? Non. Alors, moi, je ne peux pas avoir la réponse de ce père. Je ne peux même pas le conseiller. Non. Parce que Dieu confie des êtres humains à d'autres êtres humains. Tu es mère, tu es père, Dieu t'a confié des enfants qui n'ont même pas demandé à venir au monde. Alors pourquoi ne pas s'asseoir, les écouter et comprendre ce qu'ils veulent et juger, ne même pas dire je ne veux pas. Ah non, moi, franchement, mon fils ou ma femme, tu voudrais faire ça, moi, de mon avis, franchement, je voudrais que tu fasses ça, tu fasses ça. L'être humain a le droit de conseiller, mais l'être humain n'a pas le droit de juger. Le jugement, il est pour bon Dieu. Le conseil, il est pour mon père, mère, ami, frère. Même enfant conseille son père. Choisis le mot juste qui ne va pas blesser ton papa ou ta maman. Alors toi, en tant que père, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là déjà, c'est pour toi, ce sont tes enfants, ce sont tes femmes. Tu ne peux que les écouter, n'est-ce pas? Ah ouais. Sinon, les enfants de chez vous braquez vite. La femme aujourd'hui même peut prendre une trousse et puis dire bon bye bye monsieur, moi je suis parti.
Si tu n'arrives pas à lui donner, tu n'arrives pas à lui dire les choses qu'il faut, comment il faut s'orienter dans la vie. Quand on est père, c'est pas facile. Hein. Quand on est mère, c'est pas facile. On peut même se tromper soi. Alors, écoute toujours ton père, écoute toujours tes enfants plutôt, ta femme, et puis échangez toujours ensemble. Vous allez trouver toujours la solution. Sans histoire. Mais quand tu n'écoutes pas, tu vas être... Quand moi je dis c'est pile. Non. Tu ne peux même pas conseiller cette personne. Qu'est-ce que je vais lui dire? Même si lui veut parler à son enfant et autres, ben son enfant ne va même pas l'écouter. Oui, parce qu'il n'a pas les mots justes. Il n'a pas travaillé pour ça. Il n'était pas... Moi, j'ai dit cette personne n'était même pas prête à être père ou mère. Parce que c'est un rôle qui est difficile aussi. Hein. Être père et mère, c'est pas facile. Si tu n'as pas les mots justes, tu vas faire que l'enfant va se braquer quelque part. Tu vas avoir les mots justes. Alors, quand tu veux conseiller tes enfants, conseiller et insulter, ça fait une différence. Alors nos parents ont l'habitude de nous insulter, mais ils ne nous conseillent pas. Alors moi, je préfère ne pas me mêler de tout ça. Voilà. Si je dois conseiller quelqu'un, c'est vous. Pas vous insulter, mais vous conseiller. On s'appelle souvent. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu m'appelles. Ah, papa, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Ok, je vais réfléchir, je vais te donner ma réponse. C'est vrai. Je prends le temps de réfléchir, d'analyser. Comme si c'était toi. Voilà. Hein? Et puis je t'ai dit, moi j'aurais aimé que tu fasses ça, que tu fasses comme ça. Mais si tu veux faire comme tu veux, vas-y, c'est ton choix. Mais ne viens pas pleurer après que voilà, papa m'avait dit. Hein, voilà. Les gens d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, ils vont me dire, tu as vu mon ami Bouba, il m'appelle souvent pour des conseils, je lui donne, mais il ne fait pas ce que je dis très souvent. Et pourtant, après il m'appelle, oh, cool, si ça va, je t'aurais écouté, tu vois. C'est compliqué. Souvent, c'est très compliqué de conseiller les gens. Quand tu n'as pas les mots justes, c'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui vont penser que, voilà, lui là, on dirait qu'il se prend pour le plus malin. Toi, tu sais faire tout ça, pourquoi tu n'as rien? Hein? C'est pas facile. Le lien pour toi entre avoir la baraka de ses parents et le business, c'est quoi? Ça va ensemble. Ça va de pair. Non. Si montre-moi quelqu'un qui va dire que voilà, de ma religion, je peux pas travailler. C'est pas possible. Toi, ça te dépend de travailler. Non. Alors, les actes que tu poses pour avoir la baraka t'aident à grandir ton business. Dieu n'a pas dit à quelqu'un de ne pas prier ou bien de ne pas bénir ses parents. Ou ne pas aider ses parents, de ne pas venir aux besoins de ses parents. Non, Dieu n'a pas dit ça. Tu cherches ta baraka, ça ne t'empêche pas ton business. Non, c'est pas possible. À moins que toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas t'entendre. Hein? La baraka que tu cherches avec moi, comment on appelle, mon ex, mes cousins, mes cousines ici, ça t'empêche de travailler. Non. Tu es venu pour juste une semaine de mariage. Tu as payé combien le billet d'avion? Alors, si ce n'est pas la baraka, tu allais venir? Oui, j'avoue. Hein? Dieu te donne la baraka de ce que tu fais. Actuellement, tu es venu, tu as fait ce qu'il avait fait. Elle est contente, elle est heureuse. Tout ce qu'elle va dire, merci ma soeur, c'est déjà quelque chose. Ça ajoute une autre valeur en toi. Voilà. Celui qui dit ma baraka, ma religion ou bien mon travail m'empêche d'avoir de la baraka, non, ça va ensemble. Voilà. Est-ce que toi, tu as un exemple de choses que tu as eues dans la vie et tu penses que c'est grâce à la bénédiction de tes parents? Bon, de toute façon, tout, hein. Oui, mais si tu as un exemple dans ta tête. Oui, plein, il y en a plein. Une anecdote. Je suis arrivé en France avec quoi? Un paquet de cigarettes, Marlboro, un briquet, un pantalon jean, un t-shirt. Mais par la baraka de mes parents, par la bénédiction que j'ai cherchée avec ma mère, je n'ai jamais dormi dehors en France. Je n'ai pas fait de ménage. Jamais. Je n'ai pas dormi au foyer malien. On n'est pas malien aussi. Voilà. Même il y a des Ivoiriens qui dorment au foyer. Oui, c'est vrai. Voilà. Je n'ai pas fait la planche. Pas du tout. Je n'ai pas fait la manche, pas du tout. J'ai été toujours logé par mes propres finances. Ça, je ne dirais pas que parce que je suis beau, je suis joli. C'est la baraka de ma mère et de mon père.
J'ai eu papa en France, j'ai eu maman en France. C'est pas ma force, ou c'est pas parce que j'étais jolie ou parce que je suis plus diplômée que tout le monde. Non. Il y a une force derrière là, qui est maman et papa, qui me couvre. J'ai fait un accident en France sans permis ivoirien, ni permis français. Tout le monde disait va aller en prison. Ce jour-là, j'ai appelé ta maman, j'ai dit, oh, aujourd'hui là c'est chaud, hein. Je viens de faire un accident à 5h et quelques du matin avec une voiture de boulangerie. J'ai dit, je crois qu'aujourd'hui je vais aller en prison. Parce que j'ai aucune pièce sur moi là part là. Et puis même la voiture, l'assurance était périmée le matin. Wow. La police est arrivée. Où sont les gars? On va faire le constat. Le chauffeur dit non, on va faire un constat. S'il vous plaît, faites le constat, faites le constat. Ils ont fait le constat. Tout le monde pensait que... Ils ne m'ont même pas demandé les pièces de la voiture. Voilà. Ils ont remorqué la voiture sans les mettre à la carte. Monsieur, allez-y, on va vous appeler plus tard. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Tu crois que c'est quoi? Ah ouais. C'est pas de la sorcellerie. Les autres disent, oh ouais, c'est nous fou, on te connaît, tu as fait tes gris-gris. Non, rien. C'est pas ma force. Les enfants qui, ma maman me chassait de ma chambre pour leur donner à manger, leur lit, à dormir, c'est des enfants qui venaient d'une autre ville, qui étaient affectés soit à Boaké, ils n'ont pas de quoi dormir, ni à manger, ils venaient chez nous, ils étaient reçus. Comme des enfants de la cour. Je me suis dit, c'est toujours cette baraka de ma maman qui me suit. Parce qu'elle enlevait le repas de ma bouche, elle donnait aux autres enfants. Elle me chassait de ma chambre pour leur donner la chambre et mon matelas. J'allais dormir au pied de son lit. Et de ceux-là, ils sont quittés à Daloa, à Man, ils n'ont personne à Boaké ici, ils sont à l'école ici. Ils sont venus demander. Même aujourd'hui, il y a une Koyera chez moi à la maison à Boaké. Je ne connais ni son père ni sa mère. Alors, c'est ça qui nous sauve. Alors, j'ai dit, c'est pas ma beauté, c'est pas ma force physique, mais c'est la baraka des parents. J'ai jamais laissé quelqu'un dans la faim. Jamais. Et quand j'étais plus jeune, quand j'ai eu ma ceinture noire karaté, taekwondo, j'ai un ami qui m'appelait le justicier. Parce que tout ce que je faisais comme palabre, c'était pour les autres, pas pour moi-même. Il ne fallait pas toucher à une femme devant moi, il ne fallait pas toucher à un orphelin ou un enfant. Voilà, c'était mon problème. Mais tout ça, je n'ai pas été en prison non plus, un jour pour ça. Non. Je me dis, c'est la baraka. C'est que ma maman a posé, a s'aimer, mon père a s'aimé, c'est qu'il me protège partout où je vais. Les gens parlent de la souffrance de la France ici. Non, moi, je n'ai pas connu ça. Non. Je me demande même comment je faisais pour avoir des maisons. C'est vrai, vous étiez sans papier et tout. Voilà. Tu te rappelles une fois, à les Rouges, ta maman m'avait fait prendre une maison en squat, machin. On devait m'expulser de la maison. Et je me suis énervé, j'ai pris la voiture, je vous ai mis dedans, j'ai acheté de l'essence, j'ai arrosé la voiture, je me suis arrosé d'essence, parce que le maire m'a donné un faux rendez-vous. Ce jour-là, j'ai débarqué en prison. On m'a pris, on est parti à la police. Et j'ai lancé des défis aux policiers. J'ai dit, si vous me rapatriez, toi tu crèves. Et j'ai dit, bon, de toute façon, on ne va même pas me rapatrier. Ils ont appelé le procureur dit, oh lui là. Il est fou. Il est fou, amener au centre psychiatrique. Je suis allé au centre psychiatrique. J'ai fait quoi, 1 mois. Et du centre encore, j'ai acheté une autre voiture. Je ne suis même pas sorti de l'hôpital, j'ai acheté une autre voiture. Je suis sorti, j'ai continué mon travail. C'est quoi? C'est pas de la magie. C'est la baraka des parents. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Va faire ça aujourd'hui en France. J'ai pris mes 2 filles, elle et sa petite soeur, j'ai jeté dans la voiture parce que le maire m'a donné un faux rendez-vous. Je les ai mis dedans, j'ai enfermé. J'avais un Sky, plus Timberland au pied, j'ai arrosé la voiture, je me suis arrosé, paf! Avant que je finisse net, les sapeurs-pompiers étaient là. Il y a un policier, je lui ai donné un coup de pied là, j'ai ouvert son tibia. Tout le monde pensait que j'allais partir en prison, qu'on allait me rapatrier. Le même jour, on m'a laissé, je suis parti à la maison. Après, ils m'ont convoqué, je suis allé à l'hôpital psychiatrique. On m'a gardé là-bas 1 mois. J'ai frappé quelqu'un à l'hôpital psychiatrique. Et là, c'était encore une fille.
Elle venait me draguer tout le temps dans ma chambre. Et voilà. Je me suis énervé un matin, il est venu la taper, je suis sorti de waouh, casse-toi. On dit, toi, tu vas rester encore 15 jours. Tu n'as pas guéri. Pourtant, je n'étais pas malade, je n'avais rien. C'était le stress, voilà. Et tu as 2 enfants sous la main avec une femme handicapée, tu n'as pas de maison où dormir, tu as les moyens de payer ta maison, on ne te donne pas. Et puis on vient, le maire te dit, je te reçois aujourd'hui, demain on va trouver une maison pour toi. Tous tes espoirs, c'est dans ça. Voilà. Et j'arrive, on me dit, le maire ne peut pas me recevoir. Le maire donne vos rendez-vous. Ah non, pas à Koulibaly quand même. Non, vous êtes fous, quoi. J'ai dit, ok, il va me recevoir. Et comme je savais, tout était planifié dans ma tête, c'est une ville socialiste. Le maire est socialiste. Et nous sommes à la veille des élections. Ils ont peur d'une certaine image. Ils m'ont pris, ils sont allés me mettre à l'hôtel. Ils ont pris ma femme à l'hôtel, à Orly. Ils sont allés vous mettre à Orly. Mais on mangeait que du froid. Tu n'as pas de cuisine. Tu es obligé d'acheter toujours des boîtes, machin. Après, ils m'ont balancé jusqu'à où? À Thiers, non? Saint-Maur. Saint-Maur, j'habitais à l'hôtel à Saint-Maur pendant 1 mois, 15 jours. Et encore, je t'ai raconté une histoire qui va te faire rire. Il y a un vieux policier qui était au service d'administration, d'attribution des HLM à l'époque. Il était dans la même allée que moi, je ne connais pas. Il devait aller à la retraite. Il était déjà à la retraite, mais il n'avait pas fêté sa retraite. Il fait une crevaison le matin. Moi, je viens du boulot. Il fait une crevaison le matin. Sa voiture, c'était une petite Twingo. Le Twingo venait de sortir. Il ne savait pas comment changer sa roue. Oh, il devait sortir. Le propriétaire de l'hôtel dit à son fils d'aller faire, le fils refuse, parce que c'est un Français. Lui, il est algérien, tu connais l'histoire. Voilà. Il vient, Saïd, il dit, oui, pardon s'il te plaît, viens là. J'ai mon ami là, le Français là, il a crevé son pneu, il ne peut pas changer. Il a âgé. Je me lève, pourtant je vais travailler la nuit. Je me lève, je vais changer son pneu. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, c'est tes parents là qui m'ont jeté ici parce que je n'ai pas de maison. Tu cherches maison, tu as une demande, tu as un numéro d'attribution d'HLM. Il a on m'a rien donné, mais je leur ai donné quand même tout ce qu'il fallait. Il dit, qu'on va voir. Je vais partir, il me donne 200 francs français. Il dit, non, qu'est-ce que je fais avec l'argent? Pour un vieux comme ça, je fais quoi avec ton argent? Et chez nous, on a pris qu'on ne fait pas tout pour l'argent, surtout pour une personne âgée. Je te rends service parce que tu es âgé. Demain, moi peut-être demain, je vais être âgé comme toi, quelqu'un va me rendre service. Le vieux, il a remué la tête. Il me dit, bon, va demander à ta femme si vous ont donné un truc. Un numéro. Un numéro. Je dis, je ne sais pas, je crois bien qu'ils ont donné un numéro, mais je ne sais pas exactement. J'ai demandé à ta maman, oh, toi et tes amis sous là, vieux, pas de trucs comme ça, qu'est-ce que lui peut faire? Il ne savait même pas qu'il était, policier. Hein. Mais j'ai pris, je suis venu donner à qu'on appelle au propriétaire de l'hôtel. Il dit, on ne va pas lui donner, je suis allé lui remettre. Il dit, je vais te dire quelque chose. Je dis quoi? Il dit, je suis le président de la commission d'attribution des HLM dans tous les départements de Val-de-Marne. Waouh! Donne-moi. Je te promets rien, mais on verra ce que je fais. Parce que je suis à la retraite, je dois aller fêter ma retraite. Il m'a donné une date. Il dit, mais d'ici là, on verra. On va dormir tranquille. Je dis, ok, j'ai compris. Et je viens de dire à ta maman, elle se moque de moi. Même pas 2 semaines. On vous appelle. Je dormais. Saïd me dit, il y a un courrier, j'ai pris le courrier. Parce qu'il déposait le courrier à la réception. De l'hôtel. Je prends le courrier. Je mets en bas de mon oreille, puis je me couche. Je vois préfecture, je croyais que c'était des contraventions, des trucs. Je me couche. Après, quelque chose te dit, lève-toi, regarde. Je ouvre une enveloppe, je regarde. Vous êtes appelé à aller visiter un appartement à Créteil et Alfortville. Je dis, je vais à la Créteil. Je ne croyais pas. J'ai remis l'enveloppe, je me suis couché. Je n'arrive pas à dormir. J'ai dit, aïe, j'ai mal lu ou bien j'ai bien lu? Je me réveille, je bois un café maintenant, puis je m'assois. Je dis, effectivement, c'est vrai. J'appelle ta maman qui était sortie. Elle dit, tu dis quoi? J'ai dit, oui, effectivement. Mais je n'irai pas si c'est parce que les Blancs là, m'ont fait visiter plein de choses, après, ils ne m'ont pas donné. Moi, je n'irai pas passer. Voilà, mon cœur ne supporte pas. J'appelle Bouba.
Je lui donne la clé de la voiture. C'est Bouba et ta maman qui vont visiter, puis ils ont fait le choix. Alors, tu crois que c'est quoi? C'est ma beauté? Pendant ce temps, il y a des gens qui avaient leur dossier plus de 10 ans avant moi. Ils attendent encore. Toi, en 2 semaines. Ouais. C'est quoi? C'est dû à quoi pour toi? Non, c'est la baraka. C'est la baraka. Et il y en a plein comme ça en France. J'ai eu plein de trucs comme ça en France. Moi, j'ai fait travailler des gens en France. Je n'ose même pas dire ça dans le studio ici. Parce que c'est des personnes... Non. Voilà, quand tu dis c'est un homme ici... Ah, quoi, toi? Ouais, ils ne vont pas croire. Mais pourtant, vrai. Tout ça, c'est de la baraka. Ça bonifie ce que tu fais. Quand tu donnes 5 francs à maman, ou c'est toi qui payes le loyer des papas ou des mamans ou d'un frère, pour toi, peut-être que sur le champ, si tu n'es pas prêt à ça, tu trouves que c'est de l'argent que tu gaspilles ou tu jettes. Non, pas du tout. C'est comme des couvertures de protection. Tu vas avoir des pépins, tu vas t'en sortir, tu te dis, comment j'ai fait pour m'en sortir de ce pépin? C'est ça la baraka. Tu ne gagneras pas la baraka en étant radin, en étant méchant avec tes voisins, en étant méchant avec tes enfants. Non. Dieu n'est pas, comme disent les Ivoiriens, Dieu n'est pas gawa. C'est vrai. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est vrai, je n'ai pas eu un parcours facile dans la vie, certes. Mais il fallait ça pour que je sois ce que je suis. Ouais. Je m'en plaignais. Mais je m'en plaignais, mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, mais tu te plaignais de qui? Tu te plaignais pourquoi? Ouais. Tu crois que ton dessin, c'est écrit avec un crayon, qu'on peut gommer comme on veut? Dieu, il écrit avec un bic. Quand c'est écrit, c'est écrit. Ça peut tarder, ça peut traîner. L'être humain, on est pressé. Est-ce que moi, je sais combien de temps, j'ai combien de temps sur la terre? Alors pourquoi tu te presses? Dieu a un plan pour tout le monde. Mais il faut savoir chercher ce plan-là. Il faut savoir élever ce plan toi-même. Ouais. Ça, c'est par la baraka. Parce que tous les aumônes, les petits sacrifices que tu fais sans te rendre compte, 10 francs là, 5 francs là, de l'eau pour quelqu'un ici, Dieu cumule tout ça. Dieu te dit, ah, il a un pépin là, il a fait trop de bien là. Je l'enlève de ce pépin. Toi-même, tu vas te coucher là, Dieu merci. Tu dis alhamdoulilah. Mais tu ne sais pas la raison pourquoi Dieu a fait. C'est un bien que tu avais fait en fait. Voilà. Que tu récoltes. C'est ça la baraka. Et moi, je n'ai vécu comme ça plein en France. Et même quand je n'avais pas de papier, même pour avoir une maison, c'était compliqué sans papier. J'étais obligé de prendre des appartements qui coûtaient cher. Mais avec le nom de quelqu'un. De quelqu'un d'autre. Et quand les autres venaient, ils voyaient, ils disaient, mais comment tu fais pour prendre une maison à 1500 francs, 2500 francs français? Tu travailles qu'à l'intérim, intérim. Il dit, c'est la baraka. Parce que le peu que je gagne à l'intérim, là, ce peu, il est partagé en 3. 2 pour l'Afrique, 1 pour ici. Parce que nous ne sommes que 3 pour le moment. Ma femme, ma fille et moi. C'est que je peux subvenir aux besoins des autres en Afrique. C'est ça, la baraka. Je ne suis pas parti avec... Est-ce que je suis parti en France bachelier, bac plus 17 ou... Hein? Alors, mais je nourrissais des gens qui avaient le bac ici. C'est pas parce qu'ils sont fainéants. Chacun a son heure de gloire. Ne soyons jamais pressés. Allons pas à pas, pas à pas, pas à pas. Ce que Dieu a écrit pour toi, ma fille, maman, personne ne pourra prendre ça. Personne. Mais sois toujours, toujours courageuse et généreuse. Demande toujours ce que tu es en train de faire là. Continue. Demandez pardon à Dieu toujours. Prie Dieu. Personne ne peut te donner mieux que Dieu. Oui, c'est sûr. Si des fois on demande à d'autres personnes. Voilà. Même la personne à qui tu demandes. Elle-même demande à Dieu. Si Dieu n'a pas voulu, il t'est jamais arrivé de dire, oh demain je vais donner de l'argent à telle personne. Et demain tu oublies. Pourquoi tu as oublié? Oui, c'est Dieu qui a fait. Elle ne devait pas recevoir. C'est la volonté de Dieu. C'était pas son temps.
C'est la volonté de Dieu. Tu peux être riche n'importe comment. Tu peux aider beaucoup de personnes dans la famille. Mais tu vas trouver, il y a une personne dans la famille qui n'arrive pas à avoir 1 centime de toi. La personne doit se poser des questions. Toi-même, tu dois te poser des questions. La personne, qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas avoir 1 centime de Cindy? Comment Cindy fait pour oublier cette personne? Pourquoi? Pourtant, elle dit elle veut le faire. Elle a l'intention de le faire ou elle a envie de le faire demain même. Mais Dieu fait demain, Cindy oublie, ou Cindy même tombe malade, ou Cindy n'est même pas capable galère, de... Ouais. Voilà, il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas. Alors toi, tu te poses des questions, toi. Quand tu te rappelles de cela, toi-même tu te dis, comment ça fait que je n'arrive pas à satisfaire ce besoin-là de cette personne? Et toi, tu n'es même pas te poser la question, mais lui, il doit se poser. Sûrement, il y a un acte qu'il a posé, quelque chose qui bloque. Il y a des choses qui n'attendent pas là-bas. Ça se paye ici. Ça peut être même pas lui de sa faute. Peut-être la faute de son père ou de sa mère qui interagit sur la personne. Alors la vie est pleine de relativité. Alors choisis toujours les bonnes portes. Ne changez pas mes enfants. En plus, j'allais te demander, qu'est-ce que Cyrielle a fait et t'es le plus fier dans son business? Le mariage. Non, dans son business. Dans son business? Ah oui. Son business, déjà... Un truc qu'elle a accompli et tout, t'étais trop fière d'elle. Déjà aménager le salon que tu as laissé. Ouais, ça, c'est vrai. Et avoir une petite idée de créativité. Oui. C'est la base, c'est les tresses pour les enfants. Ne pas toucher aux mèches, que du cheveu naturel. Et continuer à ça et gagner pas grand-chose. Dis, attention, et si je formais d'autres personnes? Le fait de faire des ateliers, j'ai été très fier. La transmission de son savoir, ça m'a fait énormément plaisir. Indépendamment maintenant de la profession, son mariage. Son mariage. Parce que je peux dire, tu sais, nous les musulmans, notre souhait, le jour qu'on meurt, contre que nos enfants sont tous mariés, peuvent se supporter eux-mêmes, ils ne vont pas les demander de l'argent à quelqu'un pour vivre. Ou dire que ma fille a 25 ans, 30 ans, n'est pas mariée, ça nous dérange. Mais si ça arrive, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas la faute à la fille, ça fait partie de son destin. Point. Là, je suis très fier. Et maintenant même qu'elle est à côté de toi encore, alhamdoulilah. Voilà. Et qu'est-ce que moi j'ai fait et t'es le plus fier? Ta profession. Non, un truc. Un truc? Oui, un truc. Quoi? L'amour que tu as pour ta maman. Hein. Dans le business. Business? Ah! Cindy, ton business depuis quoi? Depuis que tu as fait ton salon déjà, c'est quelque chose. Ouais. Je dois être fier. Et non seulement du salon, tu es devenu commerçante encore. Tu vends tes propres produits, tu as ta propre marque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? Tu as une enfant qui avait tout le potentiel d'avoir des bacs plus quoi. Le maire de la ville m'appelle pour me dire pourquoi elle veut arrêter l'école. Et aujourd'hui, je suis fier. Parce que de la coiffure, tu es en train de moderniser autre chose. Tu as créé une marque à toi. Tu ne sais pas cette marque-là où elle va aller. Je dois être fier, je dois t'encourager. Parce que la coiffure, tu peux arrêter la coiffure du jour au lendemain. Par fatigue, par les organes qui ne tiennent plus, arrêter pendant des heures. Mais et le produit, tu peux continuer à le développer. Tu peux vivre de ton produit. Alors, je ne peux pas attendre. Donne-moi un truc, je vais te dire bravo, 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 bravo. Hein? Là, je suis très fier. Alors, pour accomplir tout ça, ton mariage, et j'ai des petits-enfants. Ouais. Alors, je vais dire, même si je meurs aujourd'hui, je dirais que j'ai eu des petits-enfants. C'est pas donné à tout le monde. Mes grands frères qui sont morts là, ils ont demandé à partir. Il y en a qui sont morts, ils n'ont même pas vu, ils n'ont pas eu de petits-enfants. Alors, moi, je suis comblé. Bravo, merci. Okay. Mais tu m'as rendu vieux très tôt. Alors, si tu habites ici, il y a des belles petites demoiselles. Bon, on arrive sur la fin du podcast. Le conseil que tu peux donner maintenant à un enfant
qui est entrepreneur et qui a encore ses parents vivants. Qu'est-ce que tu pourrais... Qui a encore ses parents vivants. Quel conseil tu pourrais lui donner dans sa vie? Qui est entrepreneur. Qui va entreprendre ou bien qui est entrepreneur? Les deux, hein, qui vont entreprendre. Je prendrais le cas de Michael. Oui, voilà. Voilà, il est en train d'entreprendre. Même hier, on parlait. Quel conseil tu pourrais donner à Michael? Sérieux. Être sérieux dans tout ce qu'il veut faire. Pour le moment, qui n'a qu'à oublier les nanas. Mais être sérieux dans tout ce qu'il veut faire. Moi, je ne lui demande pas 5 francs. Je ne demande pas à sa mère aussi de l'harceler pour l'argent. Il n'a qu'à se concentrer sur ce qu'il veut faire. Je lui ai dit, Michael, si tu veux faire ce que tu es en train de faire là, fais-le bien. Ne m'appelle pas demain pour dire que ça ne te rapporte pas de l'argent, parce que moi, je n'en ai pas pour te donner. Tu es déjà majeur. Alors fais-le bien. En fait, c'est ta devise, quoi. Voilà. L'utile avant l'agréable. Laisse les femmes. Ne fais pas comme moi. Ne dis pas parce que tu es un joli garçon, les femmes vont te draguer, tu vas céder à tout. Tu vas faire des enfants de gauche à droite. Tu ne pourras pas subvenir. S'il te plaît. Ton travail, sois indépendant. Ne compte pas sur Cindy. Cindy a ses enfants, elle a ses charges. Fatia, pareil. Cyrielle, pareil. Ne dis pas mes soeurs ont l'argent, elles ne m'aident pas. Vous avez les mêmes chances. La seule différence, tu n'as pas grandi à ma présence. C'est tout. Sinon, c'est les mêmes chances. C'est le même père, la même mère. Prends l'exemple sur tes soeurs. Je ne leur ai pas laissé des millions pour qu'elles deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles se sont battues seules. Seules. Sans ma présence. Alors ça doit être un exemple pour toi. Et tu es le seul garçon là. Et le dernier en plus. Le dernier. Alors ne sois pas un con. Courage, courage. Ne m'appelle pas ici pour me dire, j'ai fait un enfant là. Appelle-moi pour me dire, je suis bien stable maintenant. Dans mon compte, j'ai 100 millions d'euros. Là, je vais être fier de toi. Tu es le seul garçon que tu ne sois pas une charge pour tes soeurs. Pas du tout. C'est le seul qui me reste. Et il doit être brave aussi. Si tous les autres s'en sortent, pourquoi pas lui? Alors, s'il veut continuer à vouloir travailler, vouloir chercher femme, vouloir corps, Michael, il faut choisir. Hein. C'est tout ce que je peux lui donner comme conseil. Parce que, mais en plus, ça c'est valable pour tout le monde. Voilà. Et puis en plus, le reste, c'est Dieu. C'est Dieu. T'inquiète pas. Et puis, de toute façon, j'ai confiance. Ouais. Voilà, j'ai confiance. Voilà, les enfants sont très intelligents, j'ai confiance, ils sont battants. Voilà. Ils ont un peu copié ce que j'ai fait. Moi, je travaillais 24 heures sur 24 heures, je faisais 72 heures sans arrêt. Tu as 180, 170, 180 agents de sécurité. Et tu m'appelles à 22 heures, pendant que je donne congé à quelqu'un, tu m'appelles, tu dis, le rideau est cassé. Tous les agents sont placés. Le patron me va le travailler. Sinon, je perds mon contrat. Alors, souvent, je faisais des 72 heures sans voir mes enfants. Je me nourrissais que de comment on appelle ça, les maquereaux. On boit des maquereaux dans un petit bout de pain, puis je mange. Et même pour faire la prière, c'était compliqué. Voilà. Alors, je veux qu'il devienne comme moi, courageux, battant. Ouais, bosseur. Voilà. Et tout ce qu'il veut faire, je lui ai dit, la résilience, à la recherche toujours de l'excellence. Si tu veux faire les choses à moitié, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai pas confiance, demain. Mais, tu me demandes de prier pour toi, mais dis-moi ce que tu fais pour que je prie pour ça. Toi, tu as un pied ici aujourd'hui, demain je suis caméraman, après demain je suis boxeur, après demain. Mais moi je prends mon chapelet pour demander pardon à Dieu pour toi. Je vais lui dire quoi? Quand je prie pour toi, je dis, bon Dieu, fasse que ma fille, ses produits et le travail, son salon prospèrent. Qu'elle ait plus de clients. C'est ça, parce que c'est direct. Mais si tu ne sais pas trop ce que tu veux... Je ne sais pas ce que tu veux faire. Comment je fais? Je vais prier comment? Donc c'est structuré. Voilà. À partir de ce moment, on sait... Et rester concentré. Voilà. Cyril fait ça. Cyril est coiffeuse. On va demander Dieu. Ma fille est coiffeuse, qu'elle fasse que ça prospère. Mais je suis coiffeuse, je suis chanteur. Je vais prier comment? Hein? Voilà, pour lui, franchement, qu'il ait du courage. Aide-moi aussi à l'encourager. Oui, j'adore. Voilà, ça va aller. Ne soyez pas pressés, Cindy.
Ouais. La vie, tu n'es en concurrence avec personne. Fais la concurrence avec toi-même. Ok? En plus, tu fais du mal à personne. Voilà. En ce moment, tu fais du mal à personne. La vie, c'est une relativité. Hein. Ce que tu sèmes là, ça te récolte. C'est ce que tu récoltes. Ouais. Il y a des choses, Dieu n'attend pas longtemps. Voilà. Aujourd'hui, tu es la maman. Tu dois pouvoir l'orienter. Tu as commencé à entreprendre avant lui. Il y a des petites techniques que peut-être lui ne connaît pas encore. Inch'Allah, ça va aller. Merci beaucoup. Gratuit. Gros bisous à toi. Qu'Allah t'accorde longue vie auprès de nous. Inch'Allah, Inch'Allah. Mais non, je ne suis pas prêt à mourir maintenant. Je vais avoir la fille de Jana. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Wow. Pas de problème. Merci.